Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique rudimentaire. Et vous savez quoi? Je suis fatigué de parler de films qui ne verront jamais le jour. De tous ces projets, de toutes ces idées géniales qui feraient saliver n'importe quel geek, sur lesquels des gens talentueux ont travaillé dans la sueur et le sang, et qui ne seront jamais concrétisés. Mais j'adore tellement en parler. Et vous savez quoi? Dans la vidéo du jour, on va faire du positif cette fois. On va aborder 5 idées de films qui avaient été rejetées et qui ont été réutilisées. C'est parti pour une vidéo sous le signe du développement durable. Le chat chapeauté. Le chat chapeauté, réalisé par Bo Welch en 2003, est l'adaptation en prise de vue réelle d'une histoire du Dr Seuss, également créateur du Grinch. L'auteur lui-même avait déjà envisagé dès les années 80 d'adapter son roman en film live. Pour le rôle principal, il avait en tête des acteurs comiques tels que Robin Williams ou Eddie Murphy. Le projet se sera finalement concrétisé des années plus tard, bien après la mort de l'auteur, avec Mike Myers dans le rôle titre. Ce film a été produit dans la foulée du succès du Grinch avec Jim Carrey, mais il fut vilipendé par la critique et le public et sera un grave échec financier. L'un des éléments qui ont été largement critiqués furent les blagues en dessous de la ceinture. Telle cette séquence dans laquelle le chat déplie la photographie de la mère des deux enfants comme s'il s'agissait d'un magazine Playboy, tandis que sa queue de chat puis son chapeau se dressent. On ne fera pas plus subtil. Sachez que ces blagues d'un goût douteux, qui ont été rédigées par certains auteurs de Seinfeld au passage, proviennent en réalité du script du Grinch. En effet, ceci avait été retiré par le réalisateur Ron Howard qui trouvait que c'était complètement déplacé dans un film pour enfants. Mais son associé, le producteur Brian Grazer, voulut les réutiliser dans le script du chat chapeauté. Et tandis que la veuve du Dr Seuss tenta de le faire changer d'avis après la lecture du scénario qui la consterna, il défendra son choix en lui disant « Il s'agit d'un film qui n'est pas de notre génération ». Vous l'aurez constaté, toutes les idées contenues dans cette vidéo ne sont pas forcément de bonnes idées. Indiana Jones. Dans l'une des scènes cultes des Aventuriers de l'Arche perdue, le premier opus de la saga Indiana Jones, Marion, qui s'est fait kidnapper par des nazis et retenue prisonnière dans une tente en plein désert égyptien, est confrontée au major Arnold Toth. Celui-ci commence à assembler ce qui semble être un objet de torture, la mise en scène de Steven Spielberg et la gestuelle martiale de l'acteur Ronald Lacey faisant monter la tension d'une future scène autant insoutenable pour nous que pour Marion. Mais il s'agit en réalité d'un simple cintre démontable dont il va simplement se servir pour accrocher son manteau. C'est une scène vraiment géniale qui s'amuse avec les nerfs du spectateur et nous manipule d'une manière parfaitement humoristique. Eh bien sachez que cette scène avait été prévue à l'origine pour un tout autre film du même réalisateur, 1941. Ce film malheureusement méconnu de Steven Spielberg raconte de manière parodique et effrénée l'histoire d'une invasion imminente d'Hollywood en pleine Seconde Guerre mondiale par l'armée japonaise. Celle-ci arrive par sous-marin sur la côte ouest, avec à son bord un certain Hollywood, joué par Slim Pickens, un pauvre pêcheur qui s'est fait kidnapper dans les environs, et le colonel Von Kleinschmidt, joué par Christopher Lee. Selon Spielberg, la scène du cintre avait été écrite et tournée pour ce film et réservée à Christopher Lee face au personnage de Hollywood horrifié, mais la scène fut coupée, sans doute pour une question de durée. Le réalisateur adorait tellement cette scène et était tellement peiné de l'avoir sacrifiée qu'il se jura de la placer dans un futur film jusqu'à ce qu'elle soit conservée. Ce qui arrivera dans son film suivant, le premier volet des aventures d'Indiana Jones. On doit cette scène au duo de scénaristes Robert Zemeckis et Bob Gale qui mettront en scène la trilogie Retour vers le futur. On reconnaît bien là leur humour narquois qui prend le spectateur de court, en même temps que les personnages. Annie Hall. Lorsque Woody Allen et son co-scénariste Marshall Brickman écrivirent le scénario d'Annie Hall, sorti en 1977, ils avaient en tête une intrigue policière tournant autour d'un meurtre non résolu, avec pour protagoniste un couple qui bat de l'aile, qui vont s'improviser enquêteurs amateurs. Dans l'esprit des deux auteurs, l'aspect romantique devait être relégué au second plan. À l'origine, la victime du meurtre aurait dû être un certain Dr Levy, un éminent professeur qui prône l'optimisme, et le couple du film, Alvy et Annie, joués respectivement par Alan et Diane Keaton, aurait été amené à s'auto-persuader que ce suicide apparent dissimule en fait un assassinat. À force de réécriture, en vue d'étoffer le personnage d'Annie, le récit a progressivement muté pour devenir une comédie dramatique grinçante, où on est en pleine introspection d'un couple au bord de la rupture, laissant de côté l'enquête policière qu'espéraient faire les cinéastes. La seule idée qui survivra au premier scénario est la scène où les personnages d'Alvy et Annie ratent un film en se disputant dans la salle d'attente d'un cinéma, le meurtre du docteur étant censé se dérouler au même moment. L'idée d'un film gravitant autour d'un meurtre mystérieux va rester dans l'esprit de Woody Allen pendant des années.
Il va reprendre le personnage du Dr Levy dans le film Crimes et délits sorti en 1989, et surtout, il va développer l'intrigue policière rejetée d'Annie Hall et en faire un film à part entière. Dans un premier temps, il ne souhaitera pas réaliser lui-même le film et tentera de persuader son scénariste Marshall Brickman de lui racheter le scénario et d'en faire ce qu'il souhaitait. Mais face au refus de Brickman, Allen décidera finalement de s'occuper lui-même du film. Ça donnera l'excellent Meurtre mystérieux à Manhattan, sorti en 1993, qui, par coïncidence, marque le retour du couple Woody Allen et Diane Keaton dans des rôles principaux. Comme quoi, les idées, voire des scénarios laissés de côté, ça peut revenir en force même des années plus tard. Lupin III. La saga animée de Lupin III, d'après le manga de Monkey Punch, où on suit les aventures du petit-fils d'Arsène Lupin, s'est fait une spécialité de réutiliser des années plus tard des concepts, des scénarios, voire des musiques qui avaient été précédemment rejetées dans ses nombreuses adaptations en films et en séries télévisées. Certaines d'entre elles s'étant même retrouvées dans d'autres films. Au début des années 80, après avoir réalisé Beautiful Dreamer, le deuxième film de la saga Lamu, Mamoru Oshii, le futur réalisateur de Ghost in the Shell, est approché par le studio TMS afin de mettre en scène le troisième volet de la saga Lupin III qui doit faire suite au château de Cagliostro réalisé par Hayao Miyazaki. Il accepte la proposition et commence à travailler sur le projet en s'entourant de futurs grands noms de l'animation japonaise, parmi lesquels Hideaki Anno, l'illustrateur Yoshitaka Amano ou encore l'animateur Koji Morimoto. Tandis que les responsables de TMS s'attendent à sortir un gros divertissement familial du même calibre que le précédent film, Oshii va partir dans une toute autre direction. Le scénario qu'il écrivit avec Kazunori Ito, dont c'était la première collaboration, glacera la TMS qui décide de renvoyer toute l'équipe à quelques mois seulement de la sortie supposée du film. Le studio débauchera l'équipe de la troisième série et sortira dans la douleur L'Or de Babylone en 1985, qui ne reprendra que 10% du scénario de Oshii. Qu'est-ce qui a posé problème, me demanderez-vous ? Eh bien, Mamoru Oshii, c'est un réalisateur expérimental, qui est très peu porté sur le grand spectacle. Il a une patte particulière et il aime mettre en exergue ses questionnements et ses propres angoisses sur grand écran, notamment en ce qui concerne la religion chrétienne, qui revient très souvent dans ses films, et la société contemporaine. Grand aficionado de la nouvelle vague française, et notamment des films de Jean-Luc Godard, il est également un partisan de l'iconisation des anti-héros, qui sont souvent montrés comme étant marginalisés. Donc les héros d'action équivoques et assez comiques, ça ne l'intéresse pas, très peu pour lui. De ce fait, son scénario pour Lupin III numéro 3 était anti-spectaculaire et parsemé de ses références personnelles. On devait avoir une réplique en plein Tokyo de la tour de Babel, un ange qui prenait plaisir à tuer des êtres humains en les attirant dans la tour, la découverte du squelette fossilisé d'un ange, et un héros qui s'avère être imaginaire, puisqu'on devait découvrir que depuis tout ce temps, c'était ses partenaires Jigen, Goemon et Fujiko qui revêtaient à tour de rôle le masque de Lupin III. L'échec de ce projet va devenir un spectre dans la filmographie de Mamoru Oshii, puisque humilié par cette expérience, il va reprendre à son compte plusieurs éléments de son script dans ses futurs films. Le thème de la frontière mince entre la réalité et l'irréel sera fréquemment abordé, le squelette d'ange sera introduit dans l'œuf de l'ange. Dans Ghost in the Shell, on plonge dans les tourments d'une androïde qui remet en question jusqu'à sa propre existence et son enveloppe physique, de la même manière que Lupin n'existe pas directement dans le scénario de Oshii, qui n'est qu'une figure inventée de toutes pièces. Enfin, le premier film Pat Labor, adapté de l'animé, débute exactement de la même manière que dans le scénario rejeté de Lupin III, avec le suicide de l'architecte qui vient de bâtir une nouvelle tour de Babel en plein Tokyo et qui se jette du haut de la tour. C'est intéressant de constater à quel point ce projet abandonné est quand même parvenu à exister dans les autres longs métrages du réalisateur. Ça fait une belle revanche pour lui. Alien 3. Le troisième opus de la saga Alien a été mouvementé sur tous les points. Le tournage a été vilipendé par les producteurs au point que le script a carrément été écrit au jour le jour et le réalisateur David Fincher a été écarté du montage final, reniant le film dans sa filmographie. Et même avant le premier clap, le projet a été houleux. Des dizaines de scripts très disparates ont été développés par des auteurs tout aussi différents, Vincent Ward, David Twohy, Eric Red, mais celui qui va nous intéresser est le scénario écrit par William Gibson, auteur notamment du roman Neuromancien et initiateur du mouvement cyberpunk. Le scénario qu'il écrivit est un alliage du concept du premier film de Ridley Scott où l'action se passe à bord d'une station orbitale et du climat guerrier du second film de James Cameron très orienté action. De nombreux éléments du script de Gibson, et de ceux des autres au passage, ont été éparpillés dans les troisième et quatrième opus de la saga, comme le système du clonage et la transformation physique des aliens en fonction de leur hôte.
Ce scénario, rédigé en 1987 et remanié un an après, prend place dans la station scientifique Anchor Point. Les laborantins redonnent vie aux xénomorphes qui parviennent à muter en virus qui se propagent chez les êtres humains, sans qu'il y ait besoin de les féconder. Le caporal X et l'androïde Bishop, issus du deuxième film, vont devoir trouver le moyen de quitter le vaisseau tout en détruisant les créatures. L'une des rares idées qui ont survécu au script de William Gibson, bien que celui-ci en avait fait un tout autre descriptif, est le fameux code barre tatoué sur la nuque de certains personnages. Il avait notamment développé l'univers et le contexte géopolitique du futur décrit dans la saga Alien. Ainsi, il avait imaginé qu'une nouvelle guerre froide était en cours et opposait les Nations Unies et l'Union des peuples progressistes, vestige de l'Union soviétique. Ceux-ci opéraient à bord d'une station principalement composée de matière rudimentaire, et son équipage était tous dotés du fameux code barre tatoué sur la nuque, représentant ainsi le fait que chaque membre était finalement considéré comme un numéro, contredisant au passage le dogme de l'UPP qui veut que chaque personne est un être humain à part entière. Ce scénario, qui fut mis en ligne assez rapidement dans les tout débuts d'Internet, est devenu culte auprès des fans, au point qu'une partie d'entre eux considère ce script comme étant la véritable suite d'Aliens le Retour, retirant les épisodes 3 et 4 de la chronologie. Le récit de Gibson est légalement disponible puisqu'il a été adapté en livre audio par Audible, en bande dessinée par Dark Horse, et aussi en roman transposé par Pat Cadigan et que je vous recommande très grandement. Ici, ça n'est donc pas une simple idée qui a été rejetée dans un premier temps et ensuite recyclée, mais carrément tout un scénario entier qui aura eu des conséquences et des répercussions sur les autres scénarios de la saga. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique rudimentaire. Salut à tous!